Donc, on va commencer par une approche un petit peu plus large, puisqu'on a vu que il faut s'occuper du bâtiment, mais il faut s'occuper aussi du cadre dans lequel le bâtiment est construit. Donc, il y a une notion à prendre la question de la santé d'une manière au niveau de l'îlot, voire au niveau du quartier. Donc, je vais vous demander, donc, Thierry Lang, pour vous présenter. Donc, vous êtes épidémiologiste. Vous êtes à la faculté de médecine à l'université du Mirail à Toulouse. Et donc, vous intervenez. Vous pouvez prendre un micro, oui. En particulier sur les questions d'évaluation d'impact sur la santé. Donc, peut-être que vous allez nous présenter. Et donc, comment pour vous on peut avoir une approche globale de la santé, et puis quel, quel rapport entre la question de ce qu'on peut faire dans l'approche de la santé et les inégalités, puisque je crois que c'est des questions sur lesquelles vous travaillez beaucoup. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, j'ai appris beaucoup déjà. Et je me réjouis à chaque fois qu'on essaye de passer au travers détruire les différents silos. Alors, un petit détail, je ne suis pas à Toulouse-le-Mirail, je suis à la faculté de médecine. Et je dirige un institut qui est inter-universitaire. Donc, effectivement, il y a aussi Toulouse-Jean Jaurès. Alors, peut-être, effectivement, je suis épidémiologiste, prof de santé publique. Et en fait, il faut voir que le modèle de la santé a considérablement évolué. Alors, peut-être une illustration, on a travaillé depuis une dizaine d'années avec notre institut de recherche et l'AVAT, donc l'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Toulouse. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, on a eu une séance de présentation, donc les chercheurs d'un côté et l'AVAT de l'autre, et puis chacun exposait ses préoccupations. Donc l'AVAT avait commencé sur l'urbanisme, et nous, j'avais fait un topo sur les déterminants sociaux, j'y reviendrai. Et puis, dans le cours de mon exposé, j'avais préparé une diapositive sur l'évaluation d'impact en santé, dont on va parler. Et après, donc, les collègues urbanistes s'adressent à moi en disant oh, c'est formidable l'évaluation d'impact en santé. Mais nous aussi, on avait préparé une diapo. Et en fait, de leur côté, ils avaient préparé exactement la même diapositive que moi, j'avais présentée de mon côté. Et donc, je leur ai dit mais pourquoi vous n'avez pas présenté cette diapositive d'emblée? Pourquoi vous avez attendu que ce soit moi? Ils m'ont dit oui, vous savez, la santé, c'est spécial. On est avec des médecins, donc on se méfie, on n'ose pas trop parler de santé. Et donc, on a gardé cette diapo sous le coude. Et c'est là que je leur ai dit, mais vous êtes complètement légitime à parler de santé, mais visiblement, la santé, c'était l'affaire des médecins. Donc, ils n'étaient pas médecins, ils n'avaient pas parlé d'évaluation d'impact en santé. Ils avaient gardé ça sous le coude. Et je trouve ça, alors, tout ça pour dire que nous, on est un peu... Quand je dis nous, c'est notre institut de recherche interdisciplinaire où il y a beaucoup de disciplines. On est un peu marginal dans le monde de la santé, dans la mesure où on développe un modèle qui est pas habituel. Le modèle habituel à la française, c'est... regardez la télévision, les débats, hein, c'est les soins et puis un petit peu de prévention médicale, un peu de dépistage, un peu de traitement de facteurs de risque cardiovasculaire. Et nous, on développe un modèle dans lequel l'urbanisme a toute sa place, puisque, en gros, pour être schématique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a effectivement les soins, la prévention médicale, domaine des médecins. Il y a les comportements, que les médecins aiment bien dire des comportements individuels, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, nutrition, l'exercice physique. Alors, quand je change d'auditoire, que ce ne sont pas des personnels de santé, tout le monde me dit bah, évidemment, ce n'est pas des comportements individuels, mais dans le monde de la santé, il faut longtemps expliquer pour dire que c'est des comportements sociaux. Et puis, troisième, les déterminants sociaux de la santé. Alors là, moins connus dans le monde de la santé, avec deux grandes catégories, des facteurs matériels dont vous avez largement parlé, et puis des facteurs psychosociaux, c'est-à-dire que les relations humaines, et en particulier le premier facteur qui impacte la santé, c'est l'isolement social, et puis toutes ces déclinaisons de relations sociales, de support social, etc. Donc c'est un modèle large de la santé, dans lequel les soins n'interviennent, alors là il y a des débats dans lesquels je n'entendrai pas, mais enfin disons, si je dis moins de 50%, personne ne me contestera, mais il y a des estimations beaucoup plus faibles. Donc finalement, le
ce qui explique les différences d'état de santé entre plusieurs groupes, c'est pas tellement le système de soins et la prévention médicale que tout ce qui est autour et dans lequel effectivement l'urbanisme joue un rôle absolument majeur. Et voilà, c'est pour ça que je suis content d'être là. Donc, je ne reviendrai pas sur la définition de la santé, hein, c'est large. Il y a un débat, peut-être qu'on aura tout à l'heure. Les urbanismes que j'ai fréquentés, alors peut-être pas vous. Il y en a dans la salle. Il y en a dans la salle, oui. N'osent pas trop dire qu'ils s'occupent de santé. Ils préfèrent parler de bien-être et de qualité de vie, etc. Moi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. La santé, c'est une définition large. Hein, c'est vieux, c'est 1946. Un état de bien-être complet, physique, mental et social, ce qui est un beau programme. Tout ça, c'est la santé. Et je crois que l'urbanisme s'occupe de santé. Et en particulier, si on discute des espaces verts, il y a des résultats sur la mortalité, quoi. Donc, il n'y a pas plus sanitaire que ça. Alors, vous m'interrompez quand vous trouvez que c'est trop long. Peut-être un exemple de ce que vous pouvez faire en matière d'IES, peut-être de IS, pardon, peut-être avec la ville de Toulouse, pour montrer un petit peu concrètement comment ça peut se traduire. Oui, alors comment on peut prendre un projet Comment on prend un projet? Alors oui, en fait notre préoccupation, nous, épidémiologie sociale, c'est qu'on essaye de faire avancer la réflexion depuis 2010 sur les déterminants sociaux de la santé, parce qu'il y a un grand virage qui pour nous est important, c'est qu'en 2010, les inégalités sociales de santé sont venues sur l'agenda politique. Je vous rappelle que la France est le recordman d'Europe occidentale en matière d'inégalité sociale de santé, donc il y a un peu de travail. Et à l'époque, on s'est dit, est-ce qu'on reste à continuer à produire des analyses ou est-ce qu'on se lance dans l'intervention? Donc on a décidé de se lancer dans l'intervention avec quelque chose qui avait été décidé dès le départ, c'est-à-dire qu'on allait travailler avec les acteurs. Ça, c'était sûr dès le départ. Et on a fait des démarches envers les politiques. Alors, on est un peu naïf quand on fait de la recherche. Et à l'époque, j'avais contacté François Simon, qui était à la région, en lui disant, tiens, les inégalités de santé, je pensais que ça allait l'intéresser. Ça l'a effectivement beaucoup intéressé. Mais il était à la région, et à la région, on m'a dit, ah oui, mais ce n'est pas les compétences. Donc, on a revu la copie, et on s'est dit, la région fait des choses, et on va partir de là, et puis on va voir si, effectivement, à partir de ce qui se fait concrètement, on peut modifier l'environnement. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus acceptable, et on a fait un colloque sur l'évaluation d'impact en santé. Alors, ce qu'on fait concrètement, puis je vais arrêter là, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'il y a des évaluations d'impact en santé qui ont eu lieu en France ces derniers temps, PACA, Rennes, Marseille. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on ne sait jamais trop comment elles naissent, ces évaluations d'impact en santé. Il y a probablement des opportunités politiques, de temps en temps la population qui doit pousser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas systématique. Donc nous, on essaye de travailler sur deux choses. C'est une grille de dépistage systématique, c'est-à-dire d'essayer de passer en revue les projets d'environnement à tout niveau en se disant, tiens, là, il y aurait peut-être matière à faire une évaluation plus poussée. Première chose, donc c'est l'aspect systématique qu'on pousse. Et deuxièmement, les inégalités sociales de santé, parce que faire des évaluations d'impact en santé, c'est déjà très très compliqué. Et du coup, quand on regarde ce qui se passe, les inégalités sociales de santé sont un peu les grandes oubliées de cette affaire-là. Donc voilà sur quoi on travaille en ce moment concrètement. Alors si on prend au niveau du quartier, de l'implantation, si on regarde par rapport aux facteurs exogènes, donc sur l'endroit où on va peut-être implanter des nouveaux services, des nouveaux équipements et autres, quels sont les impacts les plus importants? Donc on a parlé de la qualité de l'air qui est tout à l'heure liée à la circulation automobile, l'impact de la circulation automobile, on a parlé du bruit. Comment, je ne sais pas, Suzanne ou Charline, on va faire tourner un petit peu la parole, comme ça, après on reviendra chacun. Oui, je pense qu'il y a le facteur pollution des sols aussi qui est important à prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, on arrive sur des territoires qui sont en résilience et on a besoin de s'implanter. Et la problématique pollution des sols est, elle aussi, très importante à prendre en compte pour de nouveaux projets.
bien entendu le bruit et la pollution de l'air également. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisamment pris en compte au démarrage des projets, ou à votre sens, ça vient beaucoup trop tard ou ça vient pas? Par exemple, dans les grands projets Inventons la métropole du Grand Paris, les projets proposés sont tous à côté de l'autoroute, du périphérique, et là, il faut avoir la prétention de fournir un air de qualité, en plus. Donc, c'est peut-être pas les endroits les plus rêvés pour faire des grandes opérations, mais bon, voilà, il reste plus que ça au niveau foncier. Oui, alors on rajoute dans les évaluations d'impact en santé avec nos préoccupations, les préoccupations sociales. C'est-à-dire qu'un projet d'urbanisme, c'est aussi des relations sociales, de l'isolement social, de la participation citoyenne, c'est aussi des personnes à mobilité réduite. Donc ce qu'on propose, dans notre grille de dépistage, c'est parfois très très simple. Celle par laquelle on a commencé, il y avait un projet dans l'agglomération toulousaine, où il y avait des commerces où il fallait marcher un petit peu. Et puis il y avait une pente. Dans la grille, il y a marqué, est-ce que finalement on ne crée pas des discriminations? Et puis on s'est aperçu que alors ça longeait un joli cours d'eau, sauf que pour les personnes âgées, il n'y avait pas de banc qui était prévu. Donc voilà, c'est des choses très très... Ça peut être des choses plus compliquées, mais ça peut être aussi des choses très simples. Donc le vivre ensemble et les relations sociales sont en plus du physico-chimique. Et on voit bien qu'on n'est pas que dans des histoires de comportement individuel, c'est comment on peut créer un dispositif qui va permettre aux personnes, aux usagers, de pouvoir exprimer pleinement les pratiques qui seront des pratiques qui sont favorables à la santé, donc comme la mobilité, comme le fait de pouvoir marcher à pied en sécurité et avec des possibilités de s'arrêter pour les personnes âgées. On voit bien que là, ce n'est pas une histoire de choix individuel. Si déjà le dispositif n'est pas présent, on va voir que les personnes qui seront les plus motivées et les plus physiquement aptes qui pourront le faire, mais on n'aura pas du tout un encouragement. Et je pense que cette notion de comment on peut proposer, créer un dispositif autour de l'habité qui va favoriser des pratiques de santé, c'est peut-être par là qu'il faudrait qu'on commence, mais on en est encore assez loin aujourd'hui. Donc on rentre là aussi dans ces contradictions que l'on a entre la question de la performance environnementale au sens large et la santé, puisque bon, effectivement on dit aujourd'hui il faut bâtir la ville sur la ville, densifier, éviter qu'on aille bâtir dans tous les espaces résiduels qui restent. Et les espaces résiduels qui restent, souvent c'est les friches industrielles avec des sols bien pollués, c'est les bords d'autoroutes bien bruyants et avec le problème des pollutions d'air, etc. Donc, est-ce qu'on peut, dans ces environnements-là, est-ce qu'on sait aujourd'hui faire des logements qui vont protéger les habitants du bruit et des pollutions extérieures? Qu'est-ce qui veut répondre? Charline. Oui, il y a des solutions techniques qui existent, qui sont plus complexes dans des environnements extérieurs qui sont difficiles. Après, il y a plusieurs solutions pour ça. Il y a aussi tout bêtement l'éloignement. Il y a aussi des réflexions qu'on peut mener sur le positionnement des espaces les plus sensibles. La crèche, par exemple, on va éviter de la mettre à côté du périph'. Mais ce type de réflexions, qui sont des réflexions de bon sens, parfois sont difficiles à avoir en fait en amont des projets, parce qu'il y a d'autres contraintes qui se mettent en place. Si je reprends l'exemple de la crèche, il faut aussi pouvoir y accéder facilement. La logique, ça va être aussi de pouvoir y aller en voiture, d'avoir un parking à proximité. Et donc, au final, on se retrouve quand même avec des axes qui arrivent près des crèches. Donc, en fait, on a une multitude de problématiques. Il faut quand même arriver à un moment donné dans le détail pour pouvoir intégrer les questions de santé de manière fine. Donc, si on redescend un petit peu d'un cran au niveau du bâtiment, donc... Suzanne, vous en avez parlé, vous avez déjà bien engagé la question de l'air intérieur et donné quelques exemples. Donc aujourd'hui, on a l'enjeu du bâtiment neuf, mais qui est important, mais qui en fait pèse peu par rapport à l'aspect rénovation du parc ancien, puisqu'on fait, c'est 1% on renouvelle le parc d'1% par an. Donc il va falloir 100 ans pour avoir un parc renouvelé en France. Donc quels sont pour vous, les enjeux les plus importants par rapport à la rénovation? Est-ce que les enjeux de la rénovation, la prise en compte de la santé dans la rénovation sont les mêmes que dans le logement neuf?
et quels sont s'ils sont différents, quels sont les enjeux les plus importants dans la rénovation? Qu'est-ce qui veut Si je peux répondre, commencer? du coup, pour moi, les 2 gros enjeux en rénovation, c'est les questions de qualité de l'air intérieur et de bruit. Alors, qualité de l'air intérieur, parce qu'à partir du moment où on vient réisoler, et c'est ce qu'on a fait au moment du choc pétrolier, on isole, on étanche les bâtiments. Si on ne tient pas compte de la ventilation en place, éventuellement de la nécessité de mettre en place une ventilation si on n'en a pas, on arrive à des problématiques qui sont beaucoup plus importantes que précédemment quand les bâtiments n'étaient pas rénovés. Et la question du bruit également est importante, puisqu'en réisolant, en fait, on vient s'isoler vis-à-vis des bruits extérieurs, mais du coup, on peut aussi venir amplifier les bruits intérieurs. Comme on entend moins en fait, les bruits de l'extérieur, les bruits intérieurs vont devenir plus importants, et ce qui peut poser de réels problèmes dans certains bâtiments rénovés. Suzanne, un complément, peut-être? Charline a tout à fait mis le doigt sur ce qui est le plus important. Et c'est vrai que la qualité de l'air, peut-être, alors, en ce moment, avec le projet VENAT, on travaille aussi sur la ventilation naturelle, parce que justement, en rénovation, il est quand même intéressant de pouvoir se servir des conduits existants et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en ventilation naturelle, parce qu'en rénovation, faire passer des gaines, installer, c'est quand même pas facile. On s'est interrogé, alors donc la ventilation naturelle, en ce moment, on a un projet où on va tester des bâtiments, on va les instrumenter pendant un certain temps pour voir si vraiment il y a un renouvellement d'air. Parce que c'est vrai que les étages qui sont en bas, il y a du tirage, donc ceux-là, ils vont être certainement mieux renouvelés que ceux qui sont en haut. Donc il faut vraiment qu'on chiffre tout ça, qu'on quantifie. Donc ça, c'est le projet que l'on fait VENAT. C'est vrai qu'en ce moment, avec les bâtiments, alors c'est plutôt parce que maintenant, avec la course à la performance, E4, C2, comme j'ai vu un bâtiment en ce moment, et qui a fait l'objet d'une thèse, on arrive à des paradoxes extraordinaires. C'est-à-dire qu'on veut économiser donc l'énergie à tout crin, on ne met plus de chauffage, le personnel travaille que sur des petits écrans, parce qu'ils consomment moins d'énergie que sur grand écran. Alors là, visuellement, c'est une fatigue incroyable. Et alors, on arrive et ça c'est pareil, dans la rénovation, on peut arriver à des contre-exemples. Donc là, la rénovation acoustique et qualité de l'air, c'est sûr, c'est majeur, mais aussi il faut se méfier de tous les petits côtés annexes que l'on peut avoir comme impact. La lumière aussi, bon, ça dépend où on se trouve, il faut essayer de la faire rentrer, la lumière naturelle. Or, une paroi vitrée, au niveau énergétique, c'est moins efficace qu'une paroi opaque, donc si on peut réduire, on est content. Oui, mais bon, il faut essayer d'apporter de la lumière naturelle aux gens. Surtout, des enfants travaillent dans leur chambre, ils ont des meurtrières comme fenêtres. Or, ils ont besoin d'avoir de la lumière naturelle. Oui, juste complément. un petit complément sur les environnements favorables à la santé. Donc, on a placé les comportements. Donc, il y a la nutrition, l'exercice physique. Et là, c'est tout à fait important que les projets d'urbanisme prennent en compte les possibilités d'accès à des aliments. Alors, parce qu'il y a des recommandations individuelles encore, les recommandations classiques que vous connaissez tous. Mais après, il faut avoir accès à une alimentation qui soit disponible, qui soit saine, qui soit pas trop chère. Donc, dans l'urbanisme, là aussi, la nutrition est un phénomène à considérer. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des commerces accessibles avec de la nourriture variée et saine? Donc là, tout ça, ça fait partie de l'urbanisme. L'exercice physique, c'est la même chose. Vous avez parlé des jardins collectifs. Donc effectivement, ça aussi, c'est au cœur de la santé. C'est-à-dire que si effectivement les aliments sont pas accessibles, eh bien les recommandations, les injonctions de l'INPS seront inopérantes. Et là, on retrouve la question de la qualité des espaces extérieurs, la qualité des espaces publics en particulier, et le fait qu'ils soient accueillants et que les gens puissent justement sortir de chez eux en sécurité et dans des endroits qui soient plaisants, dans lesquels ils vont pouvoir rencontrer d'autres personnes. Si on revient à la question du lien social, et on voit bien que c'est difficile
de couper en morceaux et qu'on revient à cette vision globale de l'urbanisme que Bernard, je pense, dans le film, vous avez vu tout à l'heure, résumait assez bien. Est-ce qu'on est capable de repenser la ville comme des villages? On a peut-être des choses en inspiration à reprendre de ce côté-là. On est parti sur la question des usages. Alors effectivement, je pense que ça a déjà été pas mal dit, mais souvent on aborde la question par entre guillemets les mauvais comportements des personnes dans leur logement. Alors, on n'a pas parlé du tabac, je ne sais pas si c'est la peine d'en parler, peut-être quand même. Mais donc c'est vrai que les personnes peuvent aussi avoir des comportements et des usages qui vont être un peu destructeurs, en particulier pour la qualité de leur air. Mais on ne parle pas souvent assez, comme vous l'avez souligné, de la façon dont on peut aujourd'hui inciter, poser, encourager des usages et en quoi les usages sont des pratiques sociales et pas des pratiques individuelles. J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus, c'est comment on peut aujourd'hui construire un environnement qui va encourager des pratiques favorables à la santé. Donc on a parlé un petit peu là le fait de pouvoir avoir accès à de la nourriture saine. Est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pouvez peut-être prendre dans ce sens? Moi, je n'ai pas de leçon d'urbanisme à donner. Simplement, je crois que ce qu'on propose, nous, c'est une sorte de checklist. C'est-à-dire, est-ce qu'on a pensé à... Et sur l'exercice physique, bien sûr, vous avez évoqué les possibilités d'avoir des équipements, des pistes cyclables. On a parlé du vélo. Donc ça, effectivement, ça fait partie du schéma urbain. Puis peut-être, il y a des problèmes nouveaux qui émergent, qui sont anciens, mais qui émergent, qui sont, par exemple, la place des femmes dans l'espace public. Donc du coup, la sécurité est importante s'il y a des équipements sportifs, mais qui sont avec des chemins plus ou moins mal éclairés, un peu dangereux pour y arriver. Donc c'est tout un ensemble qui doit favoriser l'exercice physique ou la nutrition. On l'a abordé. Ça, c'est un travail qui se fait. Nous, on peut apporter la liste, ce qu'on appelle les déterminants de la santé. C'est-à-dire qu'est-ce qui va conditionner la santé, et puis travailler ensemble pour voir à quel moment dans un projet urbain, telle ou telle décision, telle ou telle orientation va ou non favoriser tel ou tel comportement et aller plus loin ensemble. Donc je crois que c'est vraiment... Nous, vraiment, on a travaillé sur les déterminants de la santé. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire qu'on va être en bonne santé. On n'a pas travaillé sur l'air intérieur, mais sur l'espace public. Et puis après, c'est ce travail commun avec les urbanistes qu'il faut faire. Une des démarches qu'on a eues dans les années, il y a une dizaine d'années, quand on s'est dit on se lance dans l'intervention, c'est-à-dire on va essayer de modifier les environnements, c'est qu'en fait il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas rajouter un programme de plus. Et l'analyse critique qu'on peut faire ensemble d'un programme d'urbanisme, il me semble que c'est une voie pour avancer. Mais on n'a pas de leçons à donner. D'autres remarques? Cette question, comment inciter à des usages favorables à la santé? Oui, donc juste pour donner quelques exemples, on a parlé des pistes cyclables, mais ça va être aussi favoriser la marche à pied. Comment est-ce qu'on s'implante aussi? Est-ce qu'on a des transports en commun à proximité? Est-ce que des transports en commun, c'est aussi, on peut marcher à pied? Ça va être implanter des endroits qui facilitent les rencontres. Et là-dessus, la conception des espaces publics, je pense, joue un rôle vraiment important. On a parlé des bancs tout à l'heure. Les bancs, on les voit malheureusement disparaître dans beaucoup de centres-villes, alors que ça permet à beaucoup de personnes qui parfois ont des difficultés à se déplacer de pouvoir faire des pauses. Donc, je pense que ça joue un rôle important. Je ne parlerai pas non plus des stationnements vélo, mais c'est tous ces éléments-là qui peuvent être des petites choses, des éléments de bon sens et qu'on doit intégrer dans les réflexions. Il y a aussi, comme font les Chinois, des équipements
c'est pas de fitness, mais de gym douce, où les gens ont des appareils qui sont implantés sur le trottoir. Vous voyez ça à Shanghai, les gens passent, ils se mobilisent l'épaule, ils mobilisent un petit peu les genoux. C'est pas du grand sport, mais c'est de la gym douce, et on implante, s'ils sont implantés de façon judicieuse, parce que des fois j'en ai vu, personne n'y va. Donc là aussi, il faut pouvoir les mettre sur un axe de passage. Et ça, c'est très apprécié. De tout âge. Moi, j'ai vu des aires qui étaient bien conçues, où on passait bien, et avec ces appareils, il y avait les gosses qui en faisaient, la grand-mère, et c'est très salutaire, et c'est typique asiatique, ça. Et donc ça, c'est tout à fait intégrable, c'est pas onéreux, et c'est quelque chose de convivial aussi en même temps. Donc on incite les gens déjà à sortir et à passer moins de temps. Profiter de leur sortie pour faire quelque chose. Ils profitent de leur passage pour faire un petit mouvement d'épaule. Attends, voyons, j'ai fait 10 fois ça, j'ai fait 10 fois ça. Ça devient aux Pays-Bas, les bancs pour les personnes plus âgés, il y a des petits schémas sur le sol, des petits pavés, qui leur disent, bon, mais là, vous levez la jambe, vous faites comme ça. C'est des choses tout à fait ludiques, et pas coûteuses, mais qui stimulent un petit peu. Et puis en plus, il y a le rigole, le sema, donc c'est sympa. C'est pas le banc tout bête, quoi, où on s'assied. Voilà. Merci. Alors un avant-dernier sujet que je voudrais aborder, moi qui me tient à cœur, c'est la question du végétal et de la santé. Alors là aussi, peut-être on verra que c'est pas forcément toujours dans le bon sens. On a parlé tout à l'heure de la question des pollens et des élargisants, mais au-delà de ça, il y a quand même des choses positives autour du végétal. Alors peut-être déjà un premier point, on en parle peut-être un petit peu moins maintenant, on a beaucoup parlé à une époque, on continue à vendre des plantes dépolluantes. Alors est-ce qu'on peut régler cette question déjà avant ? Alors, peut-être Charline, de parler de ce qu'on a pu faire. On avait mené une expérimentation à l'époque, un projet de recherche, où l'expérimentation avait lieu donc, dans les bureaux de Toulouse, donc les collègues toulousains peut-être s'en rappellent, où en fait on avait implanté des fameuses plantes dépolluantes et donc fait des mesures avec et sans plantes de qualité de l'air intérieur. Donc les mesures étaient accompagnées aussi donc, de mesures de température, d'hygrométrie et de questionnaires aux salariés. Et donc les résultats ont montré pas d'impact visible en termes de polluants de l'air intérieur, de concentration, de formaldéhyde, de composés organiques volatiles de manière générale. Par contre, en termes de bien-être et de ressenti des salariés, là oui, un vrai résultat. On a une biophilie naturelle, donc dans un espace minéral comme des bureaux, mettre des plantes vertes, ça fait du bien au moral, c'est évident. Mais il ne faut pas prétendre que ça va purifier l'air. Alors c'est extraordinaire cette affaire. C'est que quand quelque chose sort aux États-Unis, il nous faut 20 ans pour que ça traverse l'Atlantique, pour que ça revienne en France notamment. Et à ce moment-là, ça devient une nouveauté, alors que ça a déjà été expérimenté aux États-Unis et déjà abandonné. Et l'histoire des plantes dépolluantes, c'est extraordinaire. C'est un gars qui a voulu tester des plantes pour les envoyer dans les capsules spatiales, pour purifier l'air des capsules spatiales. Donc il avait travaillé sur le chlorophytum, sur des plantes pas chères, le lierre. Et c'est vrai qu'en labo, ça marche. Alors, c'est là que les gens ne comprennent pas souvent la différence entre quelque chose qui est testé en labo, et alors on va vous dire, oui, ça marche, mais après, in situ, c'est pas du tout pareil. Et le CSTB a fait une analyse qui était très intéressante, il y a une thèse, une fille qui a passé ses 3 ans à planter à mettre des plantes dans des espèces de petites serres de 1 mètre cube, envoyer du toluène, voir si le toluène diminuait. Alors, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit que le toluène baisse. Bon, bien. Alors, elle recommence, elle coupe la plante, elle garde que les racines et la terre, elle injecte son toluène, ça marche, un tout petit peu moins, mais ça marche. Elle fait 3e manip, elle enlève les racines, elle envoie son toluène et ça marche. Il n'y a plus que la terre. Alors,
qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est les bactéries qui se sont développées à partir des racines végétales qui jouent ce rôle-là. Et donc, elle a essayé après, donc elle a stérilisé sa terre, et là, elle a envoyé son toluène, et là, ça ne marchait plus. Ce qui fait que ce qui est important, c'est d'envoyer l'air sur la terre. Vous voyez un petit peu le topo. Et c'est en ce moment en train d'être expérimenté à la gare Paris-Magenta, où, alors je ne vous dis pas, on critique les installations de ventilation un peu compliquées, mais alors là, c'est un mur dans lequel derrière on injecte l'air qui va passer sur le substrat pour pouvoir être purifié. No comment. Bon, on va revenir peut-être à des systèmes plus simples. Donc, exit les plantes dépolluantes. Par contre, les arbres, donc là, on va plutôt on va aller à l'extérieur. Les arbres à l'extérieur, ils ont quand même, alors, ils peuvent poser des problèmes, mais ils peuvent aussi amener des solutions, puisqu'ils ont, en particulier en matière de purification de l'air sur les particules. On a certaines espèces qui permettent d'abattre le taux de particules, les particules se fixant sur les feuilles, je crois. On a aussi un impact sur les îlots de chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les arbres à l'extérieur, à proximité des bâtiments? Pour moi, le végétal a un vrai rôle à jouer. Donc, il y a un effet barrière, en fait, par les arbres, tout simplement, par les feuilles. Il peut aussi y avoir des phénomènes de fixation des particules. C'est le cas notamment des toitures végétalisées, donc l'utilisation de la végétalisation au niveau des bâtiments. Donc on l'a dit, il y a aussi la réduction des phénomènes d'îlots de chaleur. Il y a un aspect psychologique qui est très important, qu'il faut absolument prendre en compte. Il y a aussi l'aspect respiration, en fait. Quand on vient implanter de la végétation dans des espaces urbains, on amène de la respiration. Donc, pour moi, le végétal joue un rôle vraiment sur différents plans. Alors, pour préparer la table ronde, j'ai refait un peu de bibliographie. Là. En fait, il y a une littérature épidémiologique assez abondante et tout à fait convaincante sur le lien entre les espaces verts et la santé. Alors, j'ai appris que définir un espace vert, c'est compliqué, suivant que c'est fermé, accessible, pas accessible, la surface, etc. Donc, mais quand même, il y a des études épidémiologiques qui lient non pas la qualité de l'espace vert, mais la quantité en mètres carrés et la santé. Donc, il y a une trentaine ou une quarantaine d'études extrêmement bien faites de ce point de vue-là, qui montrent qu'il y a effectivement un lien entre les espaces verts quantitatifs près de votre lieu de résidence et la santé mentale et la mortalité globale, c'est-à-dire la mortalité toutes causes confondues. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il n'y a pas de lien dans les études, mais il y en a quand même un grand nombre, entre la quantité d'espace vert et la santé perçue. On aurait attendu que la santé perçue soit liée, puisqu'effectivement ça passe par le bien-être et la réduction du stress. Il n'y a rien. Mais par contre, sur la mortalité globale et la santé mentale, il y a un lien très très net. Alors ça toucherait plutôt certains groupes, mais ça c'est un peu moins solide, plutôt les groupes défavorisés socialement et les personnes âgées. Ça c'est un peu moins solide. En tout cas, le lien global est lui très très fort. Et il y a au moins un papier publié dans le Lancet sur un petit échantillon de 40 millions de Britanniques qui lie les espaces verts dans l'endroit où vivent les gens et une réduction des inégalités sociales de santé. C'est ajusté sur la richesse du quartier. Et donc, il y a un effet peut-être je disais tout à l'heure que ça bénéficie plutôt aux personnes défavorisées. Donc, les espaces verts atténueraient l'impact sur la santé en bas de l'échelle sociale. Donc il y a des résultats aujourd'hui qui sont assez solides du point de vue épidémiologique pour qu'on puisse les utiliser. Merci. On pourrait continuer des heures sur le sujet. Il y avait un dernier sujet avant de vous donner la parole dans la salle. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu, la question des labels. Donc, alors c'est vrai qu'en France, on aime bien les labels. Mais c'est vrai que c'est aussi utile pour s'y repérer, c'est utile pour les maîtres d'ouvrage. Donc aujourd'hui, il y a différents labels. Il y a des labels, on va dire, qui sortent spontanément
du paysage, en particulier du paysage toulousain. Il y a d'autres labels qui sont en train de se construire à partir d'un travail expérimental concerté, validé et collaboratif. Il y a aussi des labels qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, comme d'habitude. Vous pouvez nous faire un petit topo des labels et surtout à qui sont destinés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, peut-être donc Charline et Suzanne, et on va 5 minutes là-dessus, puis après on donnera la parole à la salle. Okay. Alors un petit tour d'horizon. Du coup, sur l'air intérieur, on travaille donc avec Suzanne, et pas seulement, avec Burgéap également, et puis d'autres collaborations qui ont eu lieu avec Ville et Aménagement Durable, des centres de ressources. Donc cette méthode, en fait, elle a été développée pour le compte de l'ADEME. Donc elle s'appelle Manager, méthode de management de la qualité de l'air intérieur. Donc à toutes les phases d'un projet de construction, depuis les phases amont, diagnostic, programmation, jusqu'à la réception, même la réception plus 10 mois, en passant par la phase étude et la phase chantier. Et donc cette méthode, elle s'adresse à des maîtres d'ouvrage. L'idée étant de guider à la fois d'un point de vue technique, mais surtout méthodologique, avoir des jalons en fait à toutes les phases des projets pour mener à bien la qualité de l'air intérieur. Donc en fait, cette méthode, elle est en cours d'expérimentation actuellement. Donc ces expérimentations, elles portent sur 11 projets de construction et de réhabilitation en France. Donc Indigo, Medieco et Burgéap suivent ces 11 projets. L'idée de l'expérimentation, c'est vraiment d'optimiser la méthode, d'avoir des retours d'expérience opérationnels, de voir ce qui marche moins bien, et du coup de l'optimiser, de faire des mises à jour. Donc ces mises à jour, on est en train de les réaliser. L'idée, c'est d'arriver assez vite à une méthode qu'on puisse diffuser, qui soit très accessible, ouverte à tous les maîtres d'ouvrage qui souhaitent intégrer le thème de la qualité de l'air intérieur dans les projets. Voilà. Très bien, sur celui-là. Donc faut presser un petit peu l'ADEME pour accélérer sa sortie, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a des personnes de l'ADEME dans la salle qui ont un accès au calendrier. Les autres labels, et à qui ils s'adressent? Oui, alors les autres labels, le label nord-américain WELL, donc le WELL Building Standard, qui au départ en fait s'est développé pour des bâtiments de bureaux, donc essentiellement pour des entreprises qui souhaitaient offrir des bureaux qui soient sains et qui offrent une certaine qualité de vie à leurs salariés, qui portent sur différentes thématiques. Donc on retrouve l'air intérieur, mais pas uniquement. Donc on retrouve en fait tous les éléments qu'a cité Suzanne dans le cadre de sa présentation. Donc pour moi, c'est une méthode qui est très intéressante, qui se développe actuellement pas mal en France avec des projets de certification. Chez Indigo, on a un projet qui démarre en région parisienne avec Vinci Immobilier, donc qui s'appelle Tolbiac, et c'est un projet de bureau. Et le dernier, Osmose? Et le dernier, donc c'est Osmose. Suzanne en a parlé tout à l'heure. Donc en fait, c'est un peu, on va dire, la version française de WELL, qui porte sur les questions de santé et de bien-être dans les bâtiments de bureaux. Suzanne Pimot? Non, Osmose est peut-être plus adapté déjà par sa conception à la construction française. Voilà, je dirais ça. En fait, c'est inspiré de WELL. C'est un peu, c'est pas prendre uniquement la qualité de l'air, c'est prendre la lumière, l'acoustique, ce qu'on met à disposition des salariés au niveau de leur qualité de vie, de leur séparation de leur vie professionnelle et leur vie privée. Enfin, ça va assez loin au niveau ressources humaines. C'est un projet très global. C'est intéressant. Et Osmose développe un peu la même chose. Donc, je pense que c'était aussi une certification intéressante. Pour l'instant, réservée au bureau. Voilà. Parce que pour l'instant, les maîtres d'ouvrage qui se lancent sur ces certifications, c'est souvent de l'immobilier de bureau. Il n'y a pas de promoteurs de maisons individuelles qui se lancent là-dedans. Ok, merci. Donc, c'est le moment de la salle. Donc, qui est-ce qui veut... Alors, je ne sais pas si on a des micros à faire passer. Peut-être on va donner un micro de salle. Merci.
Bonjour, merci pour cette présentation. Je vais essayer de faire court. Pour rebondir sur ce qu'a dit Madame concernant la Chine, ils n'ont pas besoin non plus d'appareils extrêmement sophistiqués. À la fin de leur journée, ils se mettent, il y en a 2-3 qui arrivent avec un poste de musique, ils se mettent à danser. Au bout de 10 minutes, ils sont 30 à danser dans la rue, du plus jeune au plus vieux. Donc la réaction française qui est de dire toujours on manque de moyens, toujours plus, là il n'y a pas de moyens, hein. Ils arrivent avec le poste et puis ils dansent à 60, hein. Donc c'est pas la peine d'avoir des trucs hyper sophistiqués pour pouvoir se bouger, les 2 pieds suffisent. Ensuite, vous parlez beaucoup de l'air intérieur, mais il vient quand même à un moment donné de l'extérieur, cet air intérieur. Donc le sujet que je n'ai pas vu aborder, et j'aimerais avoir votre ressenti, c'est les déplacements, la mobilité. J'ai regardé dans la production de CO2, 94% de la production de CO2 dans les transports vient des transports individuels. Alors, je fais le savant parce que j'ai regardé sur Google il y a 5 minutes, hein. C'est ce qu'ils disent à peu près. Et là, on ne fait rien. Plus ça va, plus on a des rocades embouteillées. Je ne sais pas si vous pratiquez un petit peu le matin ou le soir ici à Toulouse, mais c'est à peu près tout pareil. Plus on met des routes et plus c'est embouteillé rapidement. À peine on crée une route, 10 minutes après, c'est embouteillé. Et là, rien n'est fait. Donc on continue à se déplacer seul, je caricature, hein, seul dans son gros 4x4 diesel pour aller au boulot le matin. On rentre pareil le soir. Et après, quand on est au bureau, ben, on dit on aimerait bien avoir un air un peu plus sympa, un écran un peu plus grand ou que sais-je. Il suffit le matin de regarder un petit peu la chape de saloperie qu'il y a sur la ville de Toulouse pour voir que c'est quand même, à mon avis, un sujet très important. Alors, vous n'en avez pas parlé et j'aimerais vous interroger surtout sur la place de la voiture et des parkings. Parce que les gens ne vivent pas dans leur bureau, ou ils ne travaillent rarement chez eux, donc forcément tous ces gens vont se déplacer d'un point A à un point B. Hein. Okay, je pense et voilà. On va s'arrêter là. Merci pour la réponse. Donc l'impact de la voiture et de la circulation globalement, on part de qui veut. Nous, enfin, ça c'est de la politique publique. C'est évident que la problématique, elle est énorme parce que justement, on est coincé, on ne sait pas que faire. Et quand je vois les projets qu'on nous demande de faire près de périphériques, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on teste des produits. Enfin, c'est vrai que c'est la place de la voiture qui est importante. Alors, le parking aussi est important pour la qualité de l'air intérieur. Parce que ça dépend où on le met, ce parking, et ça dépend combien de voitures. Si les voitures, elles arrivent le matin, et si elles repartent le soir, bon, encore moindre mal. Mais si c'est un parking où il y a des déplacements incessants, là, on a un taux de benzène, parce que vous avez parlé du CO2, c'est pas le CO2 qui est important pour la santé, le CO2 n'est pas toxique, ou alors à des quantités importantes, mais c'est les oxydes d'azote, c'est l'ozone, les particules et le benzène. Et bien là, quand on mesure, par exemple, pour faire une crèche, on me dit il faut mettre un parking sous la crèche. Oui, alors comment on fait? Où sont les accès? Parce que comment ces voitures qui vont rentrer et sortir, ou cet air, parce que les entrées de parking, c'est extraordinaire comme quantité d'air. Donc les fenêtres qui sont juste au-dessus, on va avoir des quantités importantes. Donc les parkings intégrés dans le bâtiment doivent être réfléchis de manière très, très poussée. Alors, le parking extérieur, bien sûr, il peut y avoir une dilution par rapport aux expositions. Mais c'est vrai que le point fondamental, c'est la place de la voiture, c'est évident. Et les transports en commun à Toulouse, c'est pas quand même génial. Donc, quand vous avez la Belginopole, où vous avez 15 000 personnes et il n'y a pas de métro qui y arrive, comment voulez-vous que les gens aillent à la Belginopole travailler? C'est pas moi qui vais traiter le problème, hein, je vous le dis. Hein. Bon, je propose qu'on ne fasse pas le débat du plan de déplacement urbain de Toulouse, mais en fait, bon, c'était un complément important. Peut-être le temps qui nous reste, on va peut-être prendre 2-3 questions en groupe, et puis après, on fera les réponses. Qu'est-ce qui veut poursuivre? Là.
bonjour. Ma question est peut-être plutôt pour Madame Déhou. J'ai été très impressionné par votre présentation qui balaye toutes les contraintes d'un bâtiment en matière d'énergie. Par contre, on n'a pas beaucoup développé la juxtaposition des énergies renouvelables. On l'a vu sur la vidéo d'Indigo où on a vu une chaufferie biomasse. On a vu que la toiture d'une des agences d'Indigo était couverte en photovoltaïque et qui couvrait la moitié des besoins. Ce qui signifie que si on développe, on a encore la géothermie bien évidemment, que ce soit terre ou eau, ce qui veut dire que si on arrive à développer ces énergies, on se rend compte qu'on pourra être un peu plus souple sur le renouvellement d'air à l'intérieur. Je n'ai pas entendu. Voilà, c'est une question. D'accord, avec les énergies renouvelables, on va économiser de l'argent, puisqu'on ne va pas avoir dépensé ces énergies. Mais en attendant, du moment que vous mettez des gens dans une boîte, il faut que vous leur apportez de l'air. Si vous... Hein? Ah d'accord. Vous voulez dire que si on a des énergies renouvelables, on peut se payer le luxe de mettre le renouvellement d'air adapté à l'occupation. Entièrement d'accord, à ce moment-là, c'est exact. Mais vous savez, c'est pas... Enfin, la ventilation coûte cher, c'est vrai, parce que souvent on amène de l'air frais. Et bien sûr, bon, maintenant on a des systèmes, mais en rénovation, ça c'est pas évident, de préchauffage de l'air. C'est vrai qu'il y a une consommation énergétique, mais quand on voit les différentes consommations, c'est pas automatiquement la ventilation qui est le poil le plus lourd. Le chauffage, c'est quand même énorme. Mais entièrement d'accord, si vous m'assurez un certain renouvellement d'air, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par contre, on a évoqué la chaufferie à bois. Il faut que ce soit une chaufferie avec une filtration, un filtre à manche, pour justement filtrer bien les particules fines. Parce que moi, j'ai eu un cas d'un hôpital où il y avait une belle chaufferie bois. On me dit il faut qu'on ait la qualité de l'air impeccable, hein, l'hôpital, ok. Sauf qu'elle est implantée sans tenir compte des vents dominants. Ça aussi, on n'en a pas parlé. C'est quelque chose de tout bête, les vents dominants. Mais le vent dominant rabattait bien les émissions de la chaufferie bois sur l'hôpital. Et quand j'ai dit il faudrait mettre quand même un filtre à manche, on m'a dit attendez, on a à côté l'autoroute, on a ça, pourquoi on s'occuperait de cette pollution, une de plus, une de moins? Bon, ça a été un combat assez important pour arriver à avoir une filtration sur la chaufferie. Merci. Une autre question? Non, ben voilà. Ils sont asphyxiés, je ne sais pas si c'est le manque d'air ou trop d'informations. De toute façon, je pense qu'on va... une dernière. Là, allez, là-haut. Oui, très rapide, parce que je sens qu'on arrive à la fin. Je suis urbaniste, mais ce n'est pas une question d'urbaniste, c'est plutôt un constat depuis quelques temps maintenant que j'ai une vie professionnelle, pris au public, c'est finalement quel est le rôle préventif de la médecine du travail dans la question de la santé, puisque médecine du travail, moi je pense que la dernière fois que j'ai vu un médecin du travail, c'est il y a bien 10 ans de ça, donc quel est le rôle de la médecine du travail dans la prise en compte de la santé sur le lieu du travail? Et puis en parallèle, est-ce que c'est une conséquence? C'est pas l'apparition, mais je veux dire le rôle des CHSCT, donc des commissions hygiène, sécurité au travail, aussi dans la prise en compte de la santé dans le milieu professionnel. Est-ce que l'un remplace l'autre? Bon, c'est lié bien entendu à des seuils des effectifs, des catégories et autres, mais je m'interroge sur finalement la disparition entre guillemets de la médecine du travail dans son rôle préventif sur des questions liées à la santé. Est-ce que c'est juste une question de budget, de moyens, de culture? Je ne sais pas. Vous avez complètement raison, je le déplore avec vous. Il y a une disparition de la médecine du travail, de ses capacités d'intervention au quotidien, qui est une véritable catastrophe aujourd'hui. Donc je sais
pas quoi vous dire, je le déplore avec vous, c'est une véritable, en termes de santé publique, hein, c'est une catastrophe, parce qu'effectivement, on parle de plus en plus d'environnement et d'urbanisme, je trouve ça excellent, mais on oublie que quand même, on passe 8 heures par jour au travail, à peu près, un peu moins, et que là, les expositions professionnelles, on donne l'impression, il me semble, que les risques psychosociaux liés à l'organisation du travail ont pris le pas, mais en fait, les risques traditionnels, je dirais, charges physiques, exposition toxique, chimique et physique, perdurent. Donc le problème de la santé au travail est un problème qui, de mon point de vue, n'est pas du tout résolu, et à l'heure actuelle, m'inquiète beaucoup comme vous, par manque de force et de priorité parmi les priorités de santé. Donc je me joins à votre déploration. Mais... Oui, je vais juste ajouter un petit mot par rapport au projet de recherche qu'on a mené sur la phase chantier. On est allé mesurer la qualité de l'air intérieur donc sur les chantiers de construction. L'objectif étant d'améliorer l'air intérieur à la réception pour les futurs usagers. Mais en menant le projet, on a mesuré des choses qui n'étaient pas négligeables, auxquelles étaient exposés les ouvriers sur les chantiers. Et donc, je me suis demandé, mais est-ce qu'on a des résultats en termes d'impact sur la santé dans le secteur du BTP? Et en fait, en faisant des recherches, moi j'avais des études effectivement sur les risques de chute, les risques physiques, où là on est sur des choses assez encadrées dans le secteur de la construction, parce qu'effectivement il reste de gros soucis. Mais par contre, sur le risque d'exposition chimique, parfois on a des gens qui travaillent dans des espaces très confinés, pas de ventilation, pas d'ouverture de fenêtres, et qui sont exposés à des niveaux très importants. On n'a pas d'études épidémiologiques, quels sont les effets en termes de cancer par exemple. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail là-dessus. Encore plein de zones d'ombre. Donc on va s'arrêter malheureusement là-dessus. Tout petit mot, la médecine du travail, nous, quand on intervient, on ne les a pas du tout en prévention. On les a quand il y a un problème. Et c'est pareil pour le CHCT. C'est quand il y a un problème qu'il faut résoudre, alors on les voit. Mais pas avant. Donc on va s'arrêter là. Donc peut-être juste pour terminer quand même sur une note pas trop négative. Donc c'est juste pour vous annoncer qu'Indigo à Toulouse est partie prenante d'un projet qui s'appelle Authentique à Montaudran, donc d'un lieu de vie pour les entreprises, lieu de vie et lieu de travail qui sera autour de la santé. Donc l'idée c'est effectivement de travailler sur le bâtiment lui-même. Donc c'est un bâtiment qui fera 3500 à 4000 m², qui accueillera des TPE et PME, mais surtout sur la mise en place de dispositifs de travail, d'accompagnement et de formation sur les méthodes de travail, en particulier les méthodes de travail en commun comment on peut apprivoiser le numérique, qui aujourd'hui est un énorme facteur de stress et de dégradation de la santé au travail. Donc voilà, rendez-vous dans 2 ans et demi, on va dire, pour l'inauguration de ce lieu qui, j'espère, sera un lieu aussi d'innovation, de recherche sur ce sujet qui nous tient à cœur.